Bonjour à tout le monde. Donc je suis Jean-Michel Andreau. Je suis né en 1956 à Niort. On en a parlé hier. C'est une région bien caractéristique, Niort, puisque on a parlé religion et moi j'ai pas de religion justement. Bon. Ceci dit, à l'âge de 45 ans, je décide de reprendre une entreprise de travaux publics parce que les travaux publics c'est ma vie. Donc je cherche un certain temps et je tombe sur un gars qui a 20 ans de plus que moi par l'intermédiaire d'une connaissance qui me met sur la voie et je reprends cette boutique. Alors 4 500 000 francs, c'est pas rien, c'est-à-dire 750, 760 000 euros. C'est vraiment un engagement, je fais ça avec mon épouse. Dans l'idée, pourquoi j'ai fait ça d'abord parce que c'est l'époque où dans le BTP on est passé à des entreprises immenses, c'est-à-dire Eiffage, Vinci, Bouygues. Bon voilà, si vous n'êtes pas dans ces trois groupes-là, vous êtes nulle part, quoi. Donc moi je préférais avoir une petite boutique de 20 personnes et puis vivre d'une manière familiale. Bon, je rentre dans la boutique, très vite. Je dis au gars qui avait l'entreprise, je dis vous continuez à travailler comme vous le faisiez avant, puisque je l'avais gardé 6 mois pour qu'il me mette au courant des choses. Chose à ne pas faire. Vous prenez une boutique, vous enlevez tout le monde à la tête. Bon. Il se trouve que ce mec, en plus, il était marié, mais il avait comme concubine, et il vivait avec cette concubine, sa secrétaire, forcément, et qui était aussi à 50% dans l'affaire. D'accord? Donc, c'est un terrain miné quelque part. Et il était prévu de la garder 2 ans en attendant que mon épouse vienne dans l'entreprise, parce que mon épouse est comptable. Bon. Donc, je me mets dans les comptes, et très vite, je m'aperçois au bout d'un mois, d'abord, il faut dire que j'ai repris ça le vendredi 13 avril 2001, chose à pas faire, on oublie. Et donc, début juin, je savais que j'étais dans le trou. Parce que quand j'ai fait les dépenses-recettes depuis le début de l'année, je me suis aperçu que ce qui m'avait promis comme résultat, c'était impossible. Alors, vous savez, dans le BTP, vous faites des situations de travaux mensuelles, mais des fois, un chantier, ça peut durer 2 ans, et donc vous pouvez, dans des situations de travaux, avancer des comptes ou pas les prendre. Donc faire la part des choses, c'est compliqué. Bon, enfin, ceci dit, je m'aperçois que je suis pas bien. Donc très vite, je saisis un avocat et puis on en discute et on décide de licencier les 2 personnages. Donc je l'ai licencié pour faute lourde en octobre, 15 octobre à peu près. En faisant les comptes, bien sûr, je m'aperçois de choses de pire en pire. Je vais au greffe du tribunal, je m'aperçois que ce gars-là avait une autre entreprise dans lequel il était actionnaire à 49%, dans le même patelin et dans la même activité. Bon, et quand je rate, en découvrant ça, alors qu'il a une clause de non-concurrence dans la vente. D'accord ? Alors je gratte un peu tout ça et je m'aperçois qu'il y a forcément des flux d'argent d'un côté et de l'autre. Bon. Alors, je vais résumer, je ne vais pas aller plus loin. Très vite, je m'aperçois aussi que cette entreprise, par le fait qu'il avait redémarré une autre entreprise, qu'il avait fait travailler pour son entreprise principale, c'est-à-dire celle que j'ai reprise, il avait augmenté son chiffre d'affaires et il avait dépassé les quotas pour nommer un commissaire aux comptes, puisque je parlais d'une SARL, donc qui à l'époque disons, on n'avait besoin que d'un expert comptable, mais à partir du moment où on dépasse les quotas, à savoir plus de 50 personnes, plus d'un chiffre d'affaires et plus du haut de bilan pour autant également. Tout ça, c'est bien normé. Et donc, il avait dépassé les quotas avant que j'entre dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'était de sa responsabilité, d'accord ? Bon, on met tout ça sur le tapis. Je les licencie avec perte et fracas. Ensuite, je dépose plainte au pénal, forcément, puisque c'est une escroquerie. Et donc, je vais au pénal. Bon. 14 mois après, je dois déposer le bilan, parce que le trou était énorme. Donc, je me retrouve sans rien. Et je continue mes procédures. Forcément, j'étais caution vis-à-vis des banques.
Crédit Agricole, Crédit du Nord. Bon, Crédit du Nord avait été missionné quelques années avant pour vendre cette entreprise, donc il connaissait très bien la boutique, et il l'avait mis en entreprise à risque élevé 2 ans auparavant mon arrivée. Donc on est quand même dans un truc bien en place pour montrer qu'il y a quelque chose qui est préparé pour une vente frauduleuse. Bon, ben, depuis 22 ans je me bats, et on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas parce que en face de moi j'ai un monde lillois, parce que ça se passe autour de Lille, franc-maçon bien sûr, et le système bloque tout. Voilà. Alors j'ai eu bien sûr les banques contre moi, parce qu'elles se sont retournées. Alors les banques, moi je me suis aussi retourné contre mon avocat d'affaires qui m'avait fait reprendre cette boutique. En premier instant j'ai gagné, c'est-à-dire que l'avocat aurait dû payer les 4 500 000 francs. Il a fait appel avec son assurance, et là, en appel, un juge unique a décidé que pour moi c'était une perte de chance d'avoir pris cet avocat-là. D'accord ? Et donc ils ont pas donné l'avocat à 47% à peu près du prix de la vente. Ce qui fait que moi je suis resté avec ma caution. D'accord ? Que j'ai gagné ou perdu cette histoire-là, de toute façon j'étais plombé. Donc forcément liquidation, ce qui est quelque chose de terrible hein, quand vous allez au tribunal de commerce et que vous n'êtes plus rien à partir du moment où vous arrivez chez le mandataire. Quoi, hein. Vous êtes un zéro. Vous avez cramé une boutique, on ne cherche pas à savoir si c'est l'autre qui aurait dû faire l'affaire ou si c'est vous. Bon, vous avez le problème avec le personnel qu'il faut gérer. Puis après, au bout de 14 mois, j'étais complètement foutu, quoi. J'étais abattu. J'ai retrouvé du boulot en septembre, hein, puisque j'ai déposé le bilan le 16 juin. J'ai retrouvé du boulot comme travailleur indépendant, toujours dans le BTP, sur un chantier de TGV employé par une boîte anglaise. Parce que il fallait que je disparaisse du microcosme Nord-Pas-de-Calais et surtout cour d'appel de Douai. Parce que c'est un monde de mafia. Oui, Fernand ? Tu me parles de Douai. L'un des magistrats qui a touché les chèques et qui s'est fait offrir un voyage en Israël a été magistrat à la cour d'appel de Douai. Je te donnerai son nom si ça t'intéresse. Ah, je veux bien. Alors, voilà. Tous les jugements qu'elle a rendus, qu'elle a participé à Douai, sont aujourd'hui fragilisés par l'article 17 de la loi du 432 du Code pénal. D'accord. Donc, ceci dit, je dépose le bilan, je retrouve une activité, ce qui m'a sauvé dans ces 21 dernières années, quelque part, c'est le travail. Parce que dans le monde du travail, il y a des grands chantiers que j'ai continué à faire, sur les chantiers de TGV ou autoroute. On travaille en équipe et c'est vraiment l'équipe qui m'a toujours porté pour continuer. Parce que sinon, moi je comprends très bien qu'il y a des gens qui se suicident. Moi, ma gamine qui avait entre 15 et 20 ans, dans les années où on était en problème, elle a perdu 3 années scolaires ou universitaires. Parce que, arrivé au mois de janvier, le moral était dans les chaussettes, elle ne pouvait plus continuer. Alors que c'était quelqu'un qui a travaillé et qui avait des possibilités. Quoi. Voilà. Oui. Je me trompe, vous recevez certains courriers de l'administrateur judiciaire, les juges, juste avant Noël, en période de... avant Noël, le jour de ton anniversaire, dans des moments, mais c'est comme ça, le système est là. Alors, bon, j'ai continué, mais si vous voulez, donc, je vous parle de 2001, mon épouse m'a suivi vraiment toujours, très bien, jusque 2007. Et en 2007, le jour de la fête des mères, là aussi ça vous marque un petit peu, elle m'annonce qu'elle quitte la maison. C'est-à-dire, moi je travaillais en déplacement parce qu'il a fallu que je continue à travailler, elle était restée à la maison bien sûr avec ma fille qui avait ses problèmes, et voilà. Donc elle a été usée par le système. Donc à un moment donné, elle a jeté l'éponge, quoi, clairement. Bon, alors c'est là où je me suis réveillé en 2007, c'est-à-dire 6 ans après ce que j'avais repris. J'ai bien analysé mon truc parce que je me suis dit, mais attends, elle se barre, qu'est-ce que je fais ? J'arrête de me battre ou je comprends ce qu'elle dit et puis voilà. Bon, alors
je ne pouvais pas arrêter, parce que aujourd'hui, c'est pour ça que je cherche vraiment la raison du pourquoi je continue à me battre, parce que c'est quand même... on peut se poser la question. Parce qu'on s'aperçoit qu'en face de nous, on a un mur, quoi. On a un truc où vous donnez toutes les preuves. Moi, par exemple, j'ai trouvé une corruption dans une ville qui a permis de faire un faux bilan 2 ans avant que j'arrive dans l'entreprise, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a soudoyé un responsable de travaux de façon à ce que la petite entreprise exécute des travaux qui avaient été pris en affaire par la grosse entreprise. Je résume, d'accord ? Ce qui avait des flux d'argent, par exemple, le faux bilan, il n'y a pas besoin d'être commissaire au compte pour le comprendre, la grosse entreprise a eu en fin novembre un ordre de service. Donc, il a commencé les travaux le 10 décembre. À Noël, tout le monde s'arrête dans le BTP, c'est comme ça. Et il a fait 3 situations de travaux qui étaient l'ensemble du montant du marché. On parle d'1 million de francs à peu près à l'époque. Hein. C'est-à-dire il a fait une situation de travaux quand il a commencé les travaux, pour 30%. Il a fait ensuite le 20 du mois de décembre, 70%, et 100% le 31 décembre. C'est-à-dire que, vous comprenez, la grosse boutique, les travaux n'étaient pas faits, il a facturé, il a une rentrée d'argent. Et par contre, la petite a exécuté les travaux sur janvier, février, mars, avril. Vous voyez ? Donc le faux bilan, je l'ai démontré. Et bien, les flics de la brigade financière de Lille m'ont dit oui, ben, vous savez, nous on n'est pas comptables. Alors si les mecs de la financière ne sont pas capables de voir un truc qu'un enfant de 14 ans peut comprendre, dommage. Bon, enfin ça fait partie de tout ça. Vous n'avez pas une lettre du commissaire au compte quand vous avez, quand votre associé escroc a fait en sorte qu'un commissaire au compte puisse être désigné? Il ne vous a pas aidé pour dénoncer? Si, il m'a aidé parce que je suis allé le voir en février, parce que, pour revenir, c'est un peu technique, mais vous allez comprendre, c'est que j'avais fait une holding pour faire une reprise de l'entreprise, d'accord? Donc, la holding, c'était une SARL, et on avait fait une SAS dans l'entreprise que j'ai rachetée, hein, Société d'Action Simplifiée. Et pour ça, dans une SAS, il faut un commissaire au compte. Donc, j'ai nommé moi-même un commissaire au compte. Et ce commissaire au compte, il aurait dû voir que l'entreprise... Oui. Mais les banquiers également auraient dû le voir, parce que les banquiers le savaient. Le commissaire au compte, il a une obligation pénale. On est d'accord. Alors, je suis allé le voir en février, donc c'est-à-dire presque 1 an après avoir repris mon entreprise, en disant, mais attendez, il me semble, parce que j'ai mis des guillemets, je savais où j'en étais, il me semble que l'entreprise aurait dû avoir un commissaire au compte. Alors il m'a dit, ah ben oui, effectivement, avec les chiffres que vous me donnez, oui. Et il dit, moi je suis obligé de le dénoncer au tribunal. Donc ce commissaire l'a fait. Mais lui il était déjà dans l'erreur, parce que moi je ne pouvais pas faire mon changement de SARL en SAS, je ne pouvais pas la faire, puisque légalement l'entreprise n'est pas conforme. Vous comprenez? Mais voilà, donc on est tous restés dans le flou, oui. Jean-Michel, dans ce que tu m'as expliqué, concernant les 3 ordres de situation, je suis persuadé que si tu demandes leur levée bancaire, ils ont fait une loi d'AI pour se faire avancer l'intégralité des fonds. Oui, c'est possible. Parce que, à partir du moment où tu fais des situations et que tu as un encours, oui, il l'a fait. Tu peux te faire avancer l'intégralité par la loi d'AI, donc comme si tu avais fini les travaux. Et c'est ce qui a dû se passer. Mais oui, mais ça, là, quelque part, on parle de trésorerie, mais moi, je parle de pièces comptables et de détermination pour le bilan, quoi, hein. Michel, à partir du moment où tu veux démontrer le faux bilan, si l'entreprise s'est fait payer les chantiers qui ne sont pas faits, voilà le résultat. C'est là où tu démontres totalement l'escroquerie. Oui, mais là, les chantiers les situations de travaux sont passées alors que les travaux ne sont pas faits. C'est-à-dire que la mairie, quelque part, est responsable aussi, quelque part. Hein. Bon, mais là-dedans, tout le monde est responsable. Il faut savoir que le maire de l'époque est un gars qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelle Wolf. Il était inspecteur des finances à Paris, d'accord? Il logeait à Bercy, d'accord?
Vous comprenez? Alors, comme moi, quand j'ai découvert le côté corruption dans l'affaire... Jean-Michel, rassure-moi, c'est quand même pas Wolf, l'adjoint au maire de Chamalières? Non. Qui était le comptable des établissements Béal, non? Non, pas du tout. Non. Wolf, il était maire de Mont-Saint-Barreuil. Mont-Saint-Barreuil, c'est une ville assez riche, au nord de l'île, et ce gars, donc, il était maire. Alors, quand moi, j'ai commencé à battre l'histoire de la corruption avec du mec qui était impliqué, du code du marché public qui n'était pas respecté, etc., j'ai eu rendez-vous avec ce Wolf. Je suis allé le voir à Bercy, dans ses appartements de fonction, un samedi matin. Alors, je peux vous dire, quand j'ai pas fait le numéro du code qu'il m'avait donné, j'avais prévenu des gens en disant je suis à tel endroit, à tel moment. Parce que là, on est chez les bandits. Hein, on est à Bercy, on est chez les bandits. Ok? Donc, j'ai été chez lui pendant 2 heures à peu près. Hein, et alors, j'ai tout expliqué. L'histoire des marchés publics, l'histoire des situations en avance, l'histoire des prix. Parce que vous savez, en travaux publics, ce qui s'est longtemps fait, c'est qu'on n'a plus le droit maintenant, enfin je mets entre guillemets, parce que maintenant, comme il reste des gros groupes, ils s'arrangent autrement. Mais avant, quand vous vouliez avoir une affaire dans les mairies, eh ben, il suffisait de trouver 3-4 copains d'entreprise, et puis vous montiez une grille de prix. Vous voyez? C'est-à-dire que Tartampion, il répond à 10 €, l'autre il répond à 12, et l'autre il répond à 13, et machin. Donc j'ai trouvé ces grilles de prix dans mes archives d'entreprise. Donc j'ai dénoncé ça au service financier et compagnie. Bon, et bien ce fameux Wolf là, quand je lui ai dit, mais attendez, il me dit à la fin, donc la mairie n'a pas eu à souffrir de votre histoire. Ah ben j'ai dit non, forcément. Les quantités, j'avais pu démontrer qu'elles pouvaient être multipliées par 2, parce qu'il y a des métrés qui prouvaient qu'on avait fait 100 mètres carrés de trucs et puis qu'on en a facturé 200, ok? Et puis je dis le prix, ben non, évidemment non. Puisqu'il y avait une entreprise qui était capable de donner 10 €, l'autre elle était capable d'en donner 20, une entreprise qui était adjudicataire se faisait payer 20 €. Je dis non, 2 fois 2, 4, c'est-à-dire que la mairie elle a payé 4 fois le prix. Vous comprenez? Donc voilà. Bon, ceci dit, j'ai pas réussi de ce côté-là, parce que j'aurais eu espoir qu'un mec comme ça dise, ben oui, mais il faut que le dossier sorte. Le pénal, au bout de 6 ans, c'est-à-dire en 2007, qui était une année terrible pour moi, on m'a annoncé non-lieu, forcément. Non-lieu. C'est-à-dire que le juge d'instruction a dit, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, je fais une petite parenthèse sur le juge d'instruction. J'ai eu un premier juge d'instruction qui, au bout de 3 mois, m'a dit, Monsieur Andrew, j'ai compris votre histoire, je vais faire une commission rogatoire, on va interroger un tel, et puis on va boucler l'affaire. Ok, très bien. Sauf qu'en même temps, mon mandataire judiciaire, qui n'est autre que M. Bernard Swann, qui est dans tous les bouquins de droit, d'accord, cité dans tous les bouquins de droit. Le père ou le fils? Le père. Tout le monde le connaît. Seulement lui, il était impliqué dans une affaire d'immobilier à Lille, où forcément dans les histoires de je te passe l'immeuble machin que j'ai repris dans telle affaire, il était pris dans ce jeu-là. Et il avait 74 ans à l'époque, il a été interdit d'exercer par mon premier juge d'instruction, d'accord? Pendant ce temps, il ne s'est pas occupé de mon affaire, le juge d'instruction, il n'a pas eu le temps, il a dû s'occuper de Swann, d'accord? Donc, au bout de 2 ans, ce juge-là, on l'a envoyé à Béthune, à 40 km, hein, c'est-à-dire chez moi où j'habitais, et puis on m'a nommé une nouvelle juge, qui forcément a dû reprendre tout le dossier. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on donne du temps en justice, hein. Et elle a été très vicieuse, quelque part. Je vous raconte une anecdote. Je sors un peu du truc, mais c'est quand même pour montrer tout ce qui se passe. La première fois, je suis allé avec mon avocat. Bon, ça s'est passé normalement. Mais la dernière fois que je suis allé, l'avocat, par hasard, il est décédé, ce monsieur. Donc, on peut en parler tranquille. Il m'a dit, je serai en retard. Bon. Alors, la juge vient me voir, elle me dit, est-ce que ça vous dérange si on commence? Non, c'est interdit, ça. Mais attends, mais voilà, mais elle me le demande. Je dis, moi, oui. Moi, bonasse, je dis oui. D'accord? Donc, je rentre dans son cabinet et elle commence à me dire, moi, vous voyez, j'irai pas vers l'escroquerie.
Mais l'avocat n'est pas là pour qu'il puisse répondre. Vous comprenez? Et voilà. Bon, alors, l'avocat arrive, on discute, blablabla. Il était pressé parce qu'il avait une audience derrière. Donc, il a quitté à nouveau la séance. Mais vous vous rendez compte, hein? Et donc là, à ce moment-là, elle arrive à me faire arracher, enfin arracher même pas, mais moi naturellement, mais après on parlera d'autre chose, mais naturellement je lui dis, vous savez madame le juge, je savais bien que reprendre une entreprise de travaux publics de 20 personnes en 2001, c'est pas une sinécure. Parce que, je sais ce que c'est que le travail. Tous les matins, il faut mettre en route des chantiers, tous les matins, il te manque un mec, tous les matins, tu as un camion en panne, tous les matins, tu as un autre truc, quoi. Mais moi, je le sors naturellement. 3 ans après, lorsque j'ai remis en cause le fait qu'on m'avait mis en non-lieu, je suis allé 5 fois en chambre d'instruction avec des éléments nouveaux, à Douai. Eh bien, ils m'ont ressorti la parole que je viens de vous dire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est... Voilà. Bon, enfin, ça, c'était c'était un peu la parenthèse. Alors, pour vous dire autre chose, sur l'escroquerie, comment je me suis fait escroquer et par mon vendeur, mais aussi par tout ce système judiciaire. C'est une question d'éducation. Moi, mes parents, ils m'ont éduqué, normal, bien, je pense que j'ai appris ce que je devais apprendre. À l'école, j'ai eu le bonheur d'aller dans une école primaire avec un couple d'enseignants, de la maternelle au CM2, on avait l'un et l'autre. Et qui nous ont appris les valeurs. Ok. Ensuite, j'ai fait mon service militaire comme aspirant. J'ai été à Couët-Quidan 4 mois, suivre une instruction qui est claire, qui est nette, qui est sans bavure, d'accord. Ensuite, j'ai fait mon service au 8e régiment d'infanterie à Noyon, où j'ai eu des gens à commander, à diriger. Ça s'est franchement bien passé. Bon. Ensuite, dans ma vie, toute ma vie, pendant 35 ans, j'ai fait de la réserve. J'ai fini, j'ai même été longtemps en gendarmerie. Donc moi, les valeurs de notre pays, pour moi, elles étaient claires. Tout a été démonté à l'instant où j'ai connu la justice. Voilà, la justice fout tout par terre aujourd'hui. Moi, je suis clair dans ce que je dis. Alors, quoi vous dire? Moi, j'ai écrit mon bouquin. Il s'appelle Le sabre et le bâton. Le sabre, bien sûr, la valeur de l'officier, l'honneur d'officier, c'est quelque chose de très fort. Et le bâton, c'est mon bâton de pèlerin depuis 21 ans. Parce que faut se battre. Et je continue à me battre. Bon, et là-dedans, j'ai raconté mon histoire, toute l'histoire. Bon, voilà. Et puis, en 2011, je me suis dit, attends, gendarme de réserve, je suis lieutenant-colonel, je me dis, pourquoi le citoyen doit faire un tel parcours? Pourquoi s'engager? Quand on voit des gens qui se font trouer la peau au Mali, en Afghanistan, etc., pour le pays, et c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Hein. Et je me dis, moi, j'arrête. Je vais rendre mon pactage, et pour ça, je prends un âne, je m'achète un âne que j'ai acheté à Grenoble, ici, parce qu'à l'époque, je travaillais dans la Drôme, et puis je vais rendre mon pactage à Paris, donc je pars à pied de Béthune, direction Paris, d'accord? Et je vais rendre à Sarkozy mon pactage. Et j'écris à tout le monde, hein, gendarmerie, je leur fais savoir que je fais ça. Bon, je pars de Béthune, je passe au groupement de gendarmerie à Arras, d'accord? C'est-à-dire où il y avait mon patron, machin. Et il n'était pas là, il était en préfecture. Il y avait un major qui me reçoit, j'explique ce que je fais. Mais il le savait. De toute façon, en gendarmerie, ils ont des oreilles pour travailler. Peut-être qu'il y en a ici, d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et je quitte Arras. Coup de fil du colonel. Il avait réagi. Mais Andro, qu'est-ce que vous faites? Je explique ce que je fais. Il me dit, mais quand même, pour la gendarmerie, non. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle a fait, la gendarmerie? Je suis en 2011, mon histoire était en 2001, j'explique une vérité, j'explique des choses que la justice n'a pas respectées, et personne ne prend le bâton pour dire, mais attendez, il faut quand même aider ce mec-là qui dit une vérité et que ça marche pas. Personne ne le fait dans ce pays. Tout le monde se couvre, tout le monde prend son précaré, et voilà, quoi. C'est ça.
Donc je suis allé à Paris, je me suis fait arrêter, j'ai une photo dans mon truc là, je me suis fait arrêter place de la Concorde, bien sûr, ils n'ont pas voulu que j'aille plus loin parce que ça faisait désordre d'aller chez le garde des Sceaux avec un âne, hein. Et puis ensuite remonter le boulevard Saint-Honoré, ils n'ont pas aimé quoi. Donc ils m'ont arrêté, il y avait 15 flics pour m'arrêter quoi. Hein. Alors ils m'ont raccompagné après, bon, enfin, tout ça, c'est de l'anecdote, je pourrais vous en parler. Bon, ensuite, donc j'ai écrit un livre, et dans mon deuxième tome, alors j'ai bien sûr mis du devoir au devoir de désobéir, parce que j'en suis là. En 2011, j'en étais là. C'est-à-dire que moi, je suis un homme de devoir, un homme de respect, un homme d'honneur, et que face à cette justice qui est une honte pour le pays, quoi, eh ben, je dis, c'est tout, je désobéis. Donc là-dedans, dans le deuxième tome, j'ai mis mes pièces juridiques, parce que d'une affaire qui était très simple en réalité, hein, le mec il reprenait sa boutique et puis moi je passais à autre chose, je faisais autre chose et tout allait très bien, et ben j'ai 9 affaires plus un divorce, c'est-à-dire j'ai 10 affaires. Voilà. Alors on s'étonne que la justice est engorgée, mais c'est pas étonnant. Si on multiplie toutes les affaires par 10, c'est sûr qu'ils peuvent fasser. Hein, et qu'on va en appel, et qu'il faut aller en cassation, etc. Et dans ce bouquin, j'ai mis aussi toutes les belles étoiles qu'il y a dans tous les triangles en étoiles qu'il y a dans les pièces juridiques. Dans chacune des pièces juridiques, j'ai des étoiles. Voilà. Et comment on peut accepter ça? Et celle-là, c'est la plus belle, parce qu'en réalité, j'ai quand même réussi à embarquer mes 2 mandataires, c'est-à-dire celui de l'entreprise et celui de la holding, pour combattre le fait qu'il n'y avait pas de commissaire aux comptes. Et je suis allé jusqu'en cassation, mais en cassation formidable. C'est là où j'ai 3 étoiles, où on te dit que c'est fini pour toi, quoi. Alors tu as 3 étoiles avec la pointe en l'air, voilà, c'est fini pour toi, on n'a rien à dire. Ils disent, là, je ne sais plus, il faut que je lise mes lunettes pour voir comment c'est dit. Ah là là, celui-là c'était requête à fin de constatation de la péremption d'instance. Point. Voilà. Si vous l'avez compris, c'est bon, mais ça veut dire, barre-toi, puis alors, c'est malveillant, quelque part, puisqu'on te met les étoiles, c'est-à-dire qu'on dit, va te faire foutre, quoi. Va te faire foutre, nous on est francs-maçons, on domine la situation. Voilà, bon, moi je vous le donne comme je le pense. Hein. Voilà ce que j'avais à dire, je pense que c'est bon. Si vous avez une question, je suis prêt à vous répondre. Alors t'as rendu ton paquet chez Sarko, quand même. Non, mais Sarko, à l'époque, il était parti chez l'autre, là, qui l'a fait tuer après. Là, Kadhafi, voilà. Il était chez Kadhafi, d'accord? Bon. Merci Jean-Michel. Alors, je voudrais simplement... Je voudrais dire autre chose. Oui, avant que je lui redonne le micro, je voulais simplement que vous pensiez à une chose. Toutes les étoiles ne sont pas mauvaises. Certaines étoiles, dans certaines juridictions, dans certains jugements, oui, mais les étoiles dans le ciel n'ont rien à voir. D'accord? Alors, moi, je veux dire maintenant parler de ce que j'ai fait en parallèle, parce que, bon, bien sûr, c'est un gros massacre au niveau familial, c'est une catastrophe. Divorce, avec tout ce qui se passe derrière, la complexité vis-à-vis des enfants, etc. Ma gamine, 3 années de vie d'adolescent massacrée, parce qu'elle était malheureuse de voir les problèmes qu'il y avait à la maison. Bon. Mais à côté de ça, bon, j'ai rencontré des gens comme Christophe, comme Michel, comme Fernand, comme Claire, où on a fait des avancées ensemble, quoi. Avec Michel, par exemple, on a été en Belgique avec ce fameux âne, et lui avec son fameux corbillard. Bon, voilà, on a fait des choses. Et au niveau associatif, donc j'ai été au départ de la création de l'association Au nom du peuple. Alors là, j'ai raconté une histoire justice aussi, si je peux me permettre, parce que ça fait partie du truc. Donc on crée une association en 2013, fin 2013, et on l'appelle Au nom du peuple, puisque tous les jugements sont rendus au nom du peuple français, d'accord? Et vous vous souvenez qu'en 2017, Marine Le Pen a pris comme slogan de campagne « Au nom du peuple », par hasard. Par hasard. Par hasard. Bon, nous, ça ne nous plaît pas bien, puisqu'on est apolitique. On n'est pas là pour discuter de ça.
On parle de citoyen, on parle de la défense du citoyen vis-à-vis des dysfonctionnements, etc. Et donc, on demande à Marine Le Pen de retirer son slogan. Elle ne l'a pas fait parce que forcément, elle a tout lancé. Donc, on va en justice. Eh bien, en justice, on a été jusqu'en appel, on a perdu, on a été condamné à 1 500 € d'article 700, qu'on ne nous a pas demandé, mais enfin, quand même. Et on a dû changer de nom. On s'appelle maintenant Enquête de justice. Et dans le jugement, il était dit qu'on ne voyait pas très bien qu'une petite association, à l'époque on était 80 personnes, pouvait être gênée par un groupe qui voulait porter ce nom-là, quoi. Voilà, c'est complètement aberrant. Mais c'est encore un exemple de ce qu'est la justice, quoi. Voilà. Alors tout ça pour dire aussi que moi j'arrêterai pas, je crois, donc voilà. Et j'embarque à chaque fois avec moi des dossiers. Et j'ai des dossiers, enfin les gens ici connaissent, et j'ai donné à Christophe un certain nombre de gens qui font des vidéos, et voilà. Et j'embarque par exemple un dossier de William Raffin, qui est un sous-officier qui a fait 25 ans d'armée dans la région de Grenoble, et qui a une passion, l'ULM et tous ces petits avions qui se baladent. Et donc un jour, il a découvert un champ qui faisait une culture bien spéciale, vue d'en haut. Donc comme il n'est pas fainéant et qu'il sait marcher, il a été voir ce qui se passait. Bon, il se trouve que c'était un champ de cannabis, voilà, c'est ça. Rassure-moi, Jean-Michel, Bon, c'était pas les gendarmes. Et quand il a gratté un peu, il s'est aperçu que c'était des gendarmes de la brigade dans laquelle il habite qui s'occupaient du bazar, quoi. Oui, parce que chez D'accord moi, c'est Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est qu'on lui a collé sur le dos un viol d'une fille de gendarme, de major de gendarmerie, d'accord? Et le gars, il a été fort emmerdé avec ça pendant 8-9 ans. Aujourd'hui, il est en prison. Et l'enquête a été réalisée par des gendarmes subalternes du major, d'accord? Donc ça, il n'y a pas besoin d'être grand juriste pour dire que c'est pas possible. Donc moi, aujourd'hui, connaissant le système, j'ai écrit à la direction de la gendarmerie en leur disant, moi, pauvre petit réserviste de la gendarmerie, je ne comprends pas bien que des journaux puissent écrire des choses pareilles. Je fais le compte tant que j'y suis. Hein. Et donc, j'ai eu une réponse d'un général de la gendarmerie qui m'a dit, ben, nous on n'y peut rien, il y a la justice. Ok? Alors j'ai écrit à Belloubet. Et Belloubet, j'ai écrit 2 fois à Belloubet, il ne m'a jamais répondu. Et je suis à mon 3e écrit à Moretti qui ne m'a jamais répondu non plus. Parce que seul le ministre peut saisir l'inspection générale de la justice, d'accord? Donc c'est son boulot à Moretti. À partir du moment où je lui dis, mais monsieur, c'est quand même, et j'ai la preuve de la lettre de la gendarmerie qui ont répondu, donc ce que je dis, c'est pas des conneries, et le journal l'a dit également, et ben voilà où on en est. Donc tout est mafia, tout est... Jean-Michel, il connaît bien les réseaux de snoop, pas de Moretti. Voilà, j'ai fini ce coup-là. Alors, Jean-Michel, vous avez vu ce qu'il a dit, ce qui va être diffusé en vidéo, il sera attaqué pour diffamation. Ça paraît évident, non? T'as pas peur, Jean-Michel? Non, aucune. Bon, alors ce genre de contenu qui va circuler, bien entendu, ça ne va pas aider certaines personnes, il y en a qui vont faire la gueule. Mais on est là pour qu'ils fassent la gueule.